À l'Académie des mages offensifs, tout le monde est d'accord sur une chose. Il n'y a pas de place pour les guérisseurs ici. Mais notre protagoniste pense différemment. Will est le meilleur guérisseur qui soit, et pourtant il s'inscrit quand même dans cette académie. Tout le monde s'attend à ce qu'il échoue lamentablement. Un enseignant décide même de le prouver en organisant une bataille simulée. Au moment où le combat commence, l'enseignant utilise la magie de la terre pour piéger Will, mais Will esquive facilement chaque attaque, augmentant sa vitesse avec la magie de guérison. L'enseignant le piège presque dans un piège de terre, mais Will esquive à nouveau. Puis il passe à l'offensive, il réduit la distance et frappe avec son poignard. Bien sûr, l'attaque ne fonctionne pas. Le professeur se couvre d'une armure de terre impénétrable, convaincu qu'un faible guérisseur sans magie offensive ne peut pas le toucher, mais Will sait comment y faire face. Dans ce monde, la plupart des mages limitent leur pouvoir parce que leurs corps ne peuvent pas supporter leur pleine puissance. Dépasser cette limite provoque la dégradation du corps, mais si Will enlève ce limiteur, il peut libérer une puissance massive au prix de détruire son propre corps, et cela lui convient parfaitement. Il est de toute façon un guérisseur. Will se précipite en avant avec un poing surchargé. Ses bras se brisent alors qu'il traverse directement l'armure de terre du professeur. Le professeur n'a même pas le temps de réagir, il est assommé instantanément. Alors pourquoi un guérisseur est-il dans cette académie? Parce que la dernière fois, tout le monde était inutile et Will est mort à cause de cela. Voici ce qui s'est passé à l'époque. Vous penseriez qu'être bon dans un travail vous vaudrait le respect que vous méritez de la part de vos supérieurs, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas pour notre garçon. Il se fait littéralement poignarder par son supérieur pour avoir fait un travail exceptionnel. Will est un jeune homme ordinaire avec une capacité de guérison extraordinaire, un pouvoir unique qu'il est le seul à posséder dans le monde entier. Il pouvait littéralement guérir même les blessures les plus horribles comme si c'était un jeu d'enfant. Perdu votre bras? Pas de problème. Frérot peut le redresser à partir de la souche en quelques secondes. Actuellement, il sert aux côtés des derniers soldats restants sur les lignes de front qui combattent une armée démoniaque dirigée par des seigneurs démons, les mêmes forces responsables de la dévastation du royaume de Grunwald. Les soldats se battent bec et ongles, faisant de leur mieux pour repousser les forces démoniaques qui ont déjà détruit le reste du monde. Quant à notre garçon, il n'a aucune expérience de combat, donc il est chargé de soigner les blessés, les ramenant essentiellement du bord de la mort. Mais soyons réalistes, ces mortels n'ont aucune chance contre des créatures terrifiantes qui ont émergé des profondeurs de l'enfer lui-même. C'est pourquoi les soldats reviennent sans cesse avec des membres manquants, et notre garçon continue de les soigner avec diligence. Cependant, à terme, les soldats se lassent de combattre encore et encore pour se blesser à nouveau. Ils ont accepté leur cruelle réalité. Ils sont cuits, ils préfèrent mourir sur le champ de bataille et en finir avec cette merde. C'est exactement la raison pour laquelle notre garçon a été poignardé par son capitaine. Le capitaine croit que Will ne comprend pas la douleur et l'horreur que les soldats endurent chaque fois qu'ils sont forcés de retourner sur le champ de bataille. Finalement, les soldats désespérés abandonnent la ligne de défense, permettant au monstre géant de commencer à ravager les restes du royaume. Will regarde impuissant tout le monde mourir sous ses yeux, voyant sa maison s'effondrer. En levant les yeux vers ce dragon gigantesque, il réalise enfin l'horreur que ses soldats avaient vécue. C'est à ce moment-là que sa plus grande force est devenue son plus grand regret. Si seulement il avait eu ce qu'il fallait pour se battre sur le champ de bataille, il aurait pu assurer la survie des gens autour de lui. Avec un désir ardent de défendre son royaume de ses propres mains, il attrape un caillou du sol et commence à charger le dragon. Bien sûr, sa tentative ridicule de combattre un puissant dragon avec une simple pierre entraîne sa mort. Cependant, de manière prévisible, il se réveille presque 5 ans dans le passé, juste avant qu'il ne gagne le titre de plus grand guérisseur du monde, un titre qu'il en est venu à détester par la suite. Déterminé à ne pas répéter ses regrets passés, il décide de s'inscrire dans une académie spécialisée en magie offensive plutôt qu'en guérison, et son premier choix pour l'institut est l'Académie Schwartz, une école dédiée uniquement aux arts du combat. Dans ce monde, les arts de la guérison et l'art d'utiliser la magie offensive ne peuvent coexister, forçant les jeunes mages à choisir une seule profession. Cependant, Will décide de briser cette règle tacite et d'accomplir ce qu'il a échoué dans sa vie passée. Il prévoit d'utiliser ses connaissances passées pour se former de manière à non seulement savoir guérir, mais aussi savoir se battre par lui-même. Pour lancer les choses, il doit s'inscrire dans l'une des académies les plus prestigieuses que ce monde a à offrir, la Schwartz Academia. On croit que cette académie peut former de jeunes talents en mages de première classe maîtrisant la magie offensive, sans oublier que le mage de combat le plus talentueux de la vie passée de Will était également diplômé de cette académie. Cependant, il y a un problème. Will est un mage guérisseur, donc entrer à Schwartz ne serait pas simple. Habituellement, les nobles dépensent une fortune pour inscrire leur progéniture stupide dans cette académie, mais notre garçon est actuellement fauché. Même s'il commence à gagner sa vie grâce à ses compétences de guérison, il ne pourra pas économiser suffisamment avant la date limite d'inscription. Alors qu'il réfléchit à sa situation, sa sœur entre dans la pièce. La voir vivante lui fait monter les larmes aux yeux. Remarquant sa réaction, elle suppose qu'il doit avoir mal au ventre pour pleurer ainsi. Il essuie rapidement l'humidité et bluffe, prétendant que quelque chose a juste irrité son œil. Intérieurement cependant, il peut à peine contenir la joie de voir sa sœur vivante. Il jure de la protéger cette fois de la catastrophe qui a consumé sa vie auparavant. Et pas seulement elle, il va s'assurer de protéger tous ceux qu'il n'a pas pu sauver avant. Soudain, une idée lui vient à l'esprit. Il semble avoir trouvé sa prochaine étape.
Mais avant de continuer, voici un peu de contexte sur la Fédération de l'Académie de magie. C'est une organisation qui supervise toutes les académies de magie du royaume, responsable de l'élaboration des règlements et du programme pour toute l'éducation magique. À ce moment-là, le président de la Fédération est également le directeur de l'Académie Schwartz, mais pour une raison quelconque, le président a complètement cessé de prêter attention à la Fédération. Bientôt, la raison est devenue évidente. C'était à cause de sa petite fille malade, Myrié. Au fait, ce grand-père attentionné s'appelle Arnilam Golgran, le président de la Fédération des Académies de Magie et directeur de l'Académie Schwartz. Le vieil homme a promis à sa petite fille qu'il trouverait un magicien guérisseur capable de la libérer de sa souffrance. Cependant, dans la vie précédente de notre garçon, sa petite fille est décédée parce que le président n'a pas réussi à trouver un magicien compétent à temps. C'est précisément pour cette raison que mon gars se faufile directement dans la chambre de la petite fille du président. Par chance, notre garçon n'a même pas besoin de se présenter au président, qui est déjà présent. Le vieil homme connaît déjà l'étudiant boursier qui vient de High League. Après tout, Will est renommé dans tout le royaume pour le talent exceptionnel qu'il possède en magie de guérison. C'est précisément pourquoi le président trouve inapproprié pour quelqu'un du calibre de notre garçon de se faufiler comme un voleur. Intérieurement, Will admet qu'il a raison. Peut-être que sans l'expérience de sa vie passée, il n'aurait pas osé s'infiltrer dans l'espace personnel de quelqu'un. Mais encore une fois, les formalités sont un luxe qu'il ne peut pas se permettre en ce moment. Il devait entrer directement, car lui seul peut la guérir. Bien sûr, le vieil homme sait que rien n'est gratuit, et il veut que ce jeune homme soit clair sur ses intentions. Will insiste sur le fait que le temps est essentiel. Son traitement prime sur les négociations. Finalement, le vieil homme donne la permission dont notre garçon a besoin. Il s'assoit au chevet, prêt à guérir sa maladie. Mais le regard intense du vieil homme attire son attention, scrutant l'âme de notre garçon. Le président diffuse pratiquement qu'une seule erreur et notre garçon est fini. Alors Will prend une profonde inspiration, prêt à ne pas se tromper, et commence son rituel de guérison. Alors qu'il distribue cette magie de guérison, il se rend compte que sa réserve de mana a diminué par rapport à sa vie passée. Mais ce qui importe le plus, c'est l'exécution parfaite des formules de magie de guérison, qu'il se rappelle heureusement très clairement. Après un moment, la petite fille ouvre enfin les yeux. La première chose qu'elle remarque est le prince charmant qui l'a sauvée d'une situation de vie ou de mort. Elle est complètement troublée et se retourne de l'autre côté, embarrassée. Pendant ce temps, grand-père n'en revient toujours pas que sa petite fille soit réellement sortie de son coma. La fille confirme son retour. Elle affirme même qu'elle ne s'est pas sentie aussi bien depuis des années. Les yeux du grand-père attentionné se remplissent de larmes de joie. Les soucis qui l'accablaient depuis si longtemps se sont enfin envolés. Et c'est grâce à notre garçon. Peu de temps après, les deux hommes s'installent dans le salon. Après avoir exprimé sa gratitude, le vieil homme est prêt à exaucer n'importe quel souhait que notre garçon nourrit. Will l'assure qu'il ne demandera rien d'absurde. Son souhait est bien à la portée du président. À ce stade, il est de notoriété publique qu'il n'y a personne à la hauteur de Will en matière de magie de guérison. Il est au sommet, n'ayant plus de place pour grandir. C'est exactement pourquoi il veut explorer un ensemble de compétences différents. Il veut s'inscrire à l'Académie Schwartz. Bien sûr, le vieil homme trouve cela absurde. Que quelqu'un abandonne son aptitude naturelle pour explorer quelque chose de totalement inconnu semble inhabituel. Mais puisque le vieil homme avait déjà fait sa promesse, il va la tenir. Il serre la main du jeune homme, promettant de tenir sa part du marché. Quelque part dans l'académie, un professeur apparemment toxique examine le dossier d'inscription de notre garçon. Il trouve les actions du président assez audacieuses. Inscrire un mage guérisseur qui n'a aucune compétence offensive dans une école de combat. Finalement, le jour de la cérémonie d'entrée arrive et les nouveaux entrants se rassemblent dans la salle d'assemblée de l'académie. Sur le piédestal, le président est là pour vanter et embellir son institut. L'Académie Schwartz est une école entièrement résidentielle spécialisée dans la magie offensive avec son propre programme unique. Son vaste campus abrite de nombreux terrains d'entraînement, et les choses ne font que s'améliorer avec les installations de recherche avancées et une immense bibliothèque, ce qui le rend encore plus remarquable. Les diplômés influents sont actifs même au-delà de l'académie, rendant possible de recevoir diverses formes de soutien du royaume. Si je devais résumer, il n'existe pas d'autre institut qui offre ce genre d'environnement pour étudier les subtilités de la magie offensive. N'oublions pas que notre garçon n'est qu'un simple guérisseur s'inscrivant dans cette académie, ce qui est sans précédent jusqu'à présent. Il va sans dire que son chemin sera semé d'embûches, mais mon gars est prêt à affronter tout ce qui l'attend, tant qu'il devient le mage offensif qu'il souhaite être. Cependant, la réalité est souvent loin des attentes. Le premier cours après la cérémonie d'entrée a lieu et on peut voir Will en sueur. Il est censé toucher une cible avec un sort de magie de feu. D'une manière ou d'une autre, il parvient à activer un sort de feu, mais il s'éteint dès qu'il apparaît. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit. Pour aggraver les choses, son professeur est un vrai déchet qui essaie d'intimider notre garçon en utilisant sa faiblesse comme levier. Will ne peut assister au cours que s'il parvient à toucher le mannequin. Jusqu'à ce qu'il y parvienne, il est contraint de continuer sa pratique sur le terrain d'entraînement de l'autre côté du bâtiment de l'école.
Will insiste pour que son professeur lui montre au moins les ficelles du métier, sinon il ne pourra jamais l'apprendre correctement. Encore une fois, il était clair dès le début que ce professeur en particulier a une dent contre notre garçon. Pour lui, perdre du temps à enseigner à un guérisseur n'est pas le meilleur investissement. Will le supplie de lui permettre au moins d'accéder à la bibliothèque afin qu'il puisse apprendre quelque chose de la théorie. Encore une fois, le salaud humilie notre garçon pour n'être qu'un simple guérisseur, affirmant qu'ils n'ont pas de littérature qui pourrait être utilisée par son genre. Profitant de la situation, un connard blond abat le guérisseur avec des tirs magiques sournois dans le dos, forçant Will à s'effondrer au sol. Le pauvre gars ne s'attendait même pas à l'attaque soudaine, mais le tyran pense que c'est juste une raison de plus de profiter du guérisseur pour être si faible. Il se vante du statut de rang offensif de l'académie, donc tous les guérisseurs tendres comme Will peuvent se perdre pour avoir osé s'inscrire. C'est la première fois que je vois un professeur s'en prendre à un élève avec le tyran aussi. Tous les deux traînent Will comme s'il était le plus bas des déchets à leurs yeux. Cette nuit-là, notre garçon apparaît épuisé sur le banc. Ses efforts pour apprendre la magie offensive ont jusqu'à présent échoué. Il savait que ce serait une vraie galère simplement à cause de la différence entre la magie de guérison et la magie offensive. Les deux tirent leur propre source d'énergie. Le mana est le pouvoir de l'esprit, l'arme ultime d'un mage, qu'il active à travers des formules. Le mana se déplace également selon la volonté du lanceur de sort. Utiliser ce mana pour des explosions ou des pouvoirs de feu vous donne de la magie offensive. Les guérisseurs, en revanche, possèdent un mana calme, mais c'est là que l'Académie Schwartz entre en jeu. Ils sont les meilleurs pour former des mages offensifs, donc il doit y avoir un moyen pour lui de raffiner le mana dynamique. Will croit fermement qu'il pourrait manipuler son mana de manière à convertir le mana statique en mana dynamique. Le plus grand obstacle sur son chemin, il ne peut même pas assister aux cours en ce moment parce que le prof pourri ne le permet pas. Will refuse d'abandonner, espérant rencontrer cette personne qu'il a aidée dans sa vie précédente. Rien que pour elle, son choix d'être venu dans cette académie pourrait valoir la peine. Malheureusement, il ne peut pas continuer à l'aveuglette, alors il pense à d'autres moyens. Mais soudain, une voix familière le confronte pour être resté dehors tard. Quand Will regarde l'apparence magnifique de cette personne, il voit Veronica, une guerrière extrêmement compétente qui a combattu à ses côtés. Elle était l'une des mages offensives de la plus haute classe qu'il ait jamais connue. Et à la fin, il a dû pleurer sa perte dans la guerre tragique. Heureusement, elle est vivante dans cette chronologie régressée. Mais avant qu'il ne puisse même parler, cette femme sort la même épée qui peut couper n'importe quoi en deux. Cette fille ressemble à une version féminine de Gojo avec les capacités de Sukuna. Le fait qu'elle pointe son épée vers lui n'est pas vraiment agréable, mais il s'avère qu'elle traque un étudiant suspect sur le campus, ce qui l'a fait se demander si Will est ce même étudiant problématique. Notre garçon clarifie rapidement qu'il n'est absolument pas ce type, car si jamais elle l'attaque, il aura besoin d'une autre régression isekai de Truck-kun. Elle le croit, ce qui l'apaise, et il demande à confirmer si elle est vraiment Veronica. La femme se sent offensée qu'il s'adresse au professeur si familièrement, ce qui lui apporte honte et choc. Il savait qu'elle était plus âgée que lui dans sa vie précédente, mais pas à ce point. Il s'avère qu'elle est en fait un prodige qui a sauté des classes et a été promu professeur immédiatement, ce qui n'est pas du tout surprenant compte tenu de son talent divin. C'est l'opportunité que Will attendait, l'étoile filante qui pourrait enfin l'aider à apprendre la magie offensive. Will exprime son intérêt pour suivre le cours de Veronica, sachant qu'elle est son dernier espoir. Il se renseigne sur la procédure d'inscription, mais elle le rejette immédiatement, déclarant qu'elle n'a pas de cours en cours. Étant donné qu'elle est une nouvelle enseignante qui a été promue de nombreuses classes, elle n'a aucune idée de comment les choses fonctionnent ici. Pour cette année, la position actuelle de Veronica est de servir comme assistante instructrice pour gérer certaines questions. Le plan était d'utiliser son esprit jeune pour se rapprocher des étudiants de son âge, ce qui ferait d'elle un excellent soutien pour eux. Cependant, ce qui la dérange, c'est que personne n'ose l'approcher pour une quelconque consultation. Eh bien, notre garçon peut exactement dire pourquoi. C'est parce que cette femme sort son arme meurtrière au moindre inconvénient. Mais de son point de vue, c'est juste une excellente occasion pour lui d'exploiter Veronica. Il n'a même pas besoin de suivre ses cours et peut simplement l'utiliser pour qu'elle lui enseigne en privé. Alors il lui pose une question en sachant que c'est son travail de répondre. En étant direct, cet homme demande comment il devrait aborder l'apprentissage de la magie offensive en tant que guérisseur. À ces mots, Veronica réalise instantanément qu'il n'est pas un étudiant ordinaire, ayant perçu la composition étrange de son flux de mana. Elle se souvient maintenant que ce type est le fameux étudiant de première année qui a rejoint l'Académie Schwartz. En toutes ces années, elle admet même n'avoir jamais vu un guérisseur ordinaire essayer d'apprendre la magie offensive. La bonne chose à Schwartz est que l'Académie offre une méthode pour cultiver quelque chose appelé mana dynamique. C'est une base que notre garçon croit être le départ parfait pour lui. Et quand Veronica confirme son existence, Will est vraiment excité en pensant qu'il y a une chance. Un petit problème, cette femme lui dit carrément que son idiot de cul ne pourra pas apprendre la magie offensive même avec cette méthode. Cette révélation étonne vraiment notre garçon, surtout quand Veronica explique qu'il a déjà beaucoup trop de mana statique. Cela signifie que même s'il développe du mana dynamique depuis le début, la plupart se convertira et se dissoudra en mana statique de toute façon.
Et s'il essayait de cultiver du mana dynamique en utilisant une autre méthode, le mélange des deux qualités de mana rendra impossible pour lui d'utiliser n'importe quel type de magie offensive. La réalité semble sombre. Le gars a changé d'académie pour se rendre compte qu'il n'y a littéralement aucun moyen pour un guérisseur ordinaire d'apprendre la magie offensive. Will commence à regretter de ne pas avoir reçu un manuel d'instruction quand Truck-kun a régressé son cul. Eh bien, il ne veut pas abandonner, même si cela signifie devenir l'Einstein de sa génération pour inventer une nouvelle méthode. Remerciant l'assistant professeur, il est sur le point de partir quand soudain Veronica l'arrête pour terminer son point. Elle continue depuis plus tôt, affirmant que bien qu'il soit vrai que les guérisseurs ne peuvent pas utiliser de magie offensive, il y a une exception qui pourrait permettre à un guérisseur de devenir un mage offensif. La fille l'a complètement embrouillé parce que même notre garçon ne peut pas gérer cette logique. Veronica démontre son point en révélant son épée de fer spécialement taillée, une arme capable de trancher et de vaincre des ennemis. Elle parle ensuite du banc à côté d'eux, qui est en bois, pouvant être utilisé pour s'asseoir dessus. En d'autres termes, le professeur à l'esprit simple dit que l'eau est mouillée et que le sol est fait de sol. Mais voici le rebondissement. Elle soulève le banc et explique que même si elle l'utilisait pour tabasser quelqu'un, ce serait toujours une arme. De manière hilarante, Will commence à se demander comment cette maman musclée peut même soulever un banc aussi lourd avec ses bras de nouilles. Quoi qu'il en soit, l'approche de Veronica est que même si quelque chose est fait pour un but différent, on peut l'utiliser comme on veut. Pour personnaliser son point, elle le démontre avec sa main et commence à lui tapoter le visage, ce qui fait rougir cet homme. C'est un rêve éveillé pour la plupart des hommes, jusqu'à ce qu'elle finisse par lui donner une pichenette au visage, expliquant comment elle a utilisé sa main pour deux objectifs à l'instant. Elle finit par le frapper un peu trop fort, mais de toute façon, le point reste le même. Même chose, mais utilisation différente. Les yeux de Will s'ouvrent enfin. Il commence à se demander s'il peut utiliser sa magie de guérison comme une attaque. Tout ce temps, il n'a jamais envisagé l'idée. La raison même pour laquelle les deux factions de mages sont en désaccord est à cause des différences qui résident dans leur propre forme de mana. Mais aux yeux de Veronica, ce gamin est différent. Elle pense qu'il fait déjà un pas en avant en s'inscrivant dans une académie de magie offensive, et même son mana indique qu'il n'est pas uniquement un guérisseur. C'est une observation que même Will lui-même n'a pas remarquée, ce qui le fait se demander si c'est l'une des capacités que lui a donné Truck-kun. Pointant sa lame vers son cou, elle lui ordonne de prendre conscience et d'enflammer la passion agressive dans son âme. S'il fait cela, il deviendra inarrêtable et détruira quiconque se mettra en travers de son chemin. Le lendemain arrive avec notre garçon réfléchissant à la conversation de son professeur d'hier. Elle a utilisé de nombreux exemples différents pour démontrer son point, et ce qui le stupéfie vraiment, c'est pourquoi elle ne semble pas avoir de critique envers les guérisseurs ordinaires. Ensuite, il y a le fait qu'elle a pu élaborer une théorie sur le moment qui avait du sens. Will commence à penser qu'elle utilise elle-même la même méthode, mais son fil de pensée est interrompu par un instructeur qui l'appelle grossièrement guérisseur. Le cours d'aujourd'hui est en fait spécial puisqu'il y aura une série de combats en tête-à-tête. Il est capable de participer avec les autres. Bien sûr, qu'il puisse utiliser la magie offensive ou non est son propre problème à gérer. Le professeur minable a également finalisé ses appariements et sans l'ombre d'un doute, cet homme a jumelé notre garçon avec Olpis, le blond imbécile de l'autre jour. Notre garçon n'attend pas avec impatience ce match contre Olpis parce que ce gamin vient d'une célèbre académie noble et a tout le soutien. C'est un enfant de riche, mais en plus de cela, c'est en fait un puissant mage offensif. Olpis suppose déjà qu'il va gagner et provoque notre garçon, se demandant s'il va courir vers maman après s'être fait détruire. Notre garçon fait de son mieux pour ne pas se laisser provoquer par cet imbécile. Même s'il vient du futur et sait qu'il est contre un gamin, ça l'énerve quand même. La bonne chose, c'est que Will veut tester la théorie de Veronica en action. Donc il s'intéresse au combat. Il demande l'attention du professeur et refuse d'abandonner. Au lieu de cela, notre garçon a une proposition, expliquant qu'il n'a aucun talent pour la magie offensive, ce qui serait une perte de temps pour ce combat. Cela augmente les enjeux et déclare carrément qu'il quittera l'Académie Schwarz s'il perd ce match. Le professeur est ravi d'entendre ces mots, mais d'un autre côté, si notre garçon gagne, il serait autorisé à suivre des cours réguliers. C'est une proposition insultante, mais Olpis est tellement arrogant qu'il éclate de rire, affirmant à quel point l'idée d'une victoire est vraiment ridicule. Il pense même que Will se berce d'illusions sur son île imaginaire sans aucune chance de gagner. L'instructeur en a assez d'eux et accepte la proposition, demandant aux deux concurrents de se mettre en position. Il fait signe pour le début du match, qui commence avec Olpis activant calmement la magie offensive. Il manifeste un tas de dagues rayonnantes. C'est sa spécialité appelée magie de création de couteaux. En gros, le mec est un Gilgamesh de chez Walmart, avec des épées minuscules comme arme. En lançant tous ses poignards dans la direction de Will, il dit qu'il n'y a aucun moyen pour un guérisseur minable de se défendre. Mais notre gars est là, en train de faire la pose du Bouddha et tout, prêt à activer son expansion de domaine. Au moment où il active sa technique, il est capable de correspondre à la vitesse des poignards et de les esquiver avec précision.
C'est une technique appelée manipulation de la vie, quelque chose que nous utiliserons pour manipuler l'essence même des créatures vivantes près de lui, augmentant leur PV à la limite absolue. Mais ce n'est pas tout, il pourrait aussi l'utiliser comme une attaque avec cette même approche. Holpis panique et appelle ça un coup de chance merdique, mais l'aura de notre garçon cultive dans la même pose. Il attrape la dague de Gilgamesh de Walmart avant de trancher toutes les autres avec le style de Shiro et Miya. Les armes faiblissent et n'ont causé aucun dégât jusqu'à présent, mais notre garçon ne fait que commencer, et avec une seule dague, il a l'intention de terminer ce combat. Les spectateurs ne peuvent pas comprendre ce qui vient de se passer. Un soigneur utilisant une attaque offensive ne s'enregistre tout simplement pas dans leur cerveau. En réalité, Will a utilisé la magie de guérison comme une attaque et n'a jamais utilisé de magie offensive. Holpis est en difficulté et se vante d'avoir retenu ses coups tout le temps. Apparemment, il peut augmenter le nombre de couteaux à sa disposition comme si cela allait faire une différence. Il fait pleuvoir les projectiles dorés sur le guérisseur avec colère, mais notre garçon commence tranquillement à trancher chaque poignard. À la fin de sa défense, ils sont tous brisés au sol. Holpis pense toujours qu'il est un as, alors il augmente la taille de son poignard micro-pénis. Et mince, cet angle a l'air un peu louche, si vous voulez mon avis. Quoi qu'il en soit, Will comprend que combattre Holpis est pénible à cause de son talent et de sa compréhension de la magie. Pour augmenter la complexité et la puissance de feu, Holpis force son poignard à tourner, lançant essentiellement un missile dans la direction de notre garçon. Le mec a emprunté la technique de la flèche de feu de Sukuna, seulement pour que Will bloque ça aussi. Holpis ne peut plus voler de techniques d'autres émissions et rugit de frustration. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il devrait augmenter progressivement sa force. Le projectile féroce est dévié avec aisance, à la grande surprise d'Holpis. Avant qu'il ne puisse faire autre chose, Will se téléporte derrière lui en utilisant la transmission instantanée de Goku, promettant de le guérir après cela. Puis il passe directement à l'attaque, mais l'instructeur intervient et érige un énorme mur de terre entre les deux. L'instructeur pense que le match est terminé et leur dit de s'écarter pour laisser place au prochain duo. La défaite est vraiment humiliante pour le noble arrogant, mais Will est juste content de pouvoir assister à des cours réguliers désormais, aux grandes dames de cet instructeur paresseux. Ayant terminé ici, il s'en va en réfléchissant à son expérience de combat. Enfin, il a créé sa propre version de magie offensive, et elle était assez puissante pour battre un excellent mage. Tout cela grâce au conseil de Veronica. Quant au perdant, il est aidé par l'instructeur. Holpis demande à son professeur de ne pas informer son père de ce match. Tous deux sont des détracteurs de Reddit de Division 1 qui ne peuvent tout simplement pas accepter la défaite. Dans la scène suivante, nous trouvons Will dans la salle de classe. Il peut suivre des cours ici et affiner sa compréhension de la magie offensive. L'instructeur entre dans la salle et jette un coup d'œil à Will avant de commencer le cours. Jusqu'à présent, ces cours ont été basiques. Un professeur principal gère essentiellement toutes les classes. Will est surtout intrigué par le cours de création d'outils magiques, se rappelant un concept similaire à l'Académie de guérison. La leçon d'aujourd'hui porte sur la création de bombes de glace. L'instructeur distribuera des matériaux aux élèves pour qu'ils les assemblent et les traitent. Will se souvient qu'il n'a jamais vraiment fabriqué d'armes dans sa vie précédente, seulement des objets de récupération. Mais à l'Académie offensive, on s'attend à ce qu'il forge des armes pour le combat. Le mana utilisé à cette fin sera évidemment du mana dynamique. Mais en ce qui concerne la création, la nature du mana n'a pas vraiment d'importance. C'est pourquoi Will n'aura aucun problème même avec son surplus de mana statique. Et quand il regarde les matériaux, il trouve des fragments de golem de glace et des branches de flammes en poudre. En suivant les instructions, il mélange le fragment mais subit soudainement un changement rapide. Will finit par lancer le fragment de glace grâce à l'amélioration corporelle, provoquant la détonation et l'explosion de ce petit fragment, laissant derrière lui des pointes de glace. Notre garçon est assez impressionné, mais sa petite cascade ici est le summum du manque de respect pour sa classe. L'instructeur le réprimande et dit carrément qu'il va déduire des points de la note de Will. Le reste des brutes rient, Holpis en particulier, ce qui indique qu'il complote avec le professeur. Le prochain cours de Will est sur les créatures magiques. Il reçoit un mignon salamandre tandis que l'instructeur insiste pour que les élèves de bas niveau écoutent attentivement. Notre garçon est un peu mal à l'aise avec la proximité d'une créature magique. Cette petite machine à tuer projette un canon de feu, obligeant Will à se défendre. En réalité, c'est juste quelque chose que notre garçon a imaginé dans sa tête, attirant même l'attention de l'instructeur qui lui enlève son pot fidèle. Les choses ne s'annoncent pas bien et Will commence vraiment à comprendre ce qui se passe. L'instructeur lui permet de participer au cours mais le torture en fait dans chaque cours. Cela signifie qu'il ne pourra pas apprendre, donc il doit faire quelque chose à propos de sa situation à nouveau. L'observant de loin, un étudiant particulier semble comprendre les doubles standards en jeu ici. L'intimidation a continué sans fin. Will devait se protéger non seulement des étudiants, mais aussi des questions ridicules hors programme de l'instructeur. Ses poings étaient écrasés au sol, et même après les cours, il trouvait des tas de déchets traînant dans sa chambre. Lorsqu'il a essayé de confronter le superviseur au sujet du problème, le superviseur l'a puni encore plus en lui retirant ses privilèges de dîner. Le gars se fait cuisiner de tous les côtés. Il s'effondre dans sa chambre en réalisant que cette académie est pleine de haineux. Juste au moment où il faisait un pas positif, il doit maintenant faire face à une tonne de défis à contourner à nouveau. Will comprend que son rythme de progression actuel fait des merveilles pour lui et ne veut pas laisser ses brutes l'embêter. Le meilleur, c'est qu'il a combattu l'un d'eux et a réellement gagné le combat, ayant ainsi la preuve absolue qu'il peut devenir le mage d'attaque dont il a toujours rêvé.
En se concentrant sur le positif, Will se souvient avoir acquis son manuel afin de pouvoir maintenant revoir ses devoirs et étudier correctement. Le jour suivant arrive et à sa grande surprise, il n'y a ni professeur ni âme qui vive. L'instructeur arrive habituellement à cette heure, mais il n'y a qu'un seul étudiant près de lui. C'est presque comme si la nouvelle du changement soudain d'emploi du temps n'avait pas été rendue publique pour certains étudiants. Agacé, Will se lève pour engager la conversation avec la fille. Il s'approche d'elle, la surprenant par son approche. Notre garçon veut juste savoir si les cours ont été modifiés pendant la nuit, et c'est certainement lié à cela. L'instructeur déteste certains élèves, et elle est aussi sur cette liste, donc ils sont tous les deux cuits. Elle pense que c'est une bonne idée pour deux solitaires harcelés de s'entendre, et Will peut sentir sa peur, alors il lui tend une main joyeuse, lui proposant d'être son amie. La fille est stupéfaite et incline la tête avec un respect absolu pour lui. Elle est présentée comme Erica Glenn, la première amie que Will s'est faite à la nouvelle académie. Elle pense qu'il est tout à fait normal qu'il n'ait personne à ses côtés, étant donné qu'il a rejoint les cours tard et qu'il est un guérisseur. Erica souligne que les gens disent toujours à quel point les guérisseurs sont pathétiquement faibles, ce qui stupéfie Will. Elle-même n'est pas du genre à se vanter d'avoir des amis malgré le fait qu'elle soit une mage offensive. En observant sa personnalité, Will comprend que la discrimination féroce contre les guérisseurs semble être une culture de l'Académie Schwartz. Il est vrai que les mages offensifs combattent en première ligne, donc ils ont toutes les raisons de mépriser les guérisseurs qui restent à l'arrière. Même dans sa vie précédente, Will s'est retrouvé à être établi comme un guérisseur célèbre pour le royaume. Il avait de la crédibilité à l'époque, mais ici, à l'Académie d'attaque, les choses sont différentes. Will va être englouti par la discrimination de l'Académie s'il ne lutte pas contre elle. Erica s'enquiert de son intention de venir à l'Académie offensive. En organisant ses pensées, Will répond qu'il refuse d'accepter sa réalité de guérisseur de naissance et qu'il a l'intention de rejoindre les lignes de front. Sa raison la secoue, mais Will précise qu'il a ses raisons personnelles qui le soutiennent. Quant aux intentions d'Erica, apparemment elle appartient à une petite famille noble de la campagne. Sans fils dans sa famille, les parents pensaient que leur lignée s'éteindrait. Prenant les choses en main, elle a pensé que devenir une puissante mage d'attaque pourrait l'aider à devenir la chef de famille par son statut seul. C'est un objectif compréhensible aux yeux de Will, mais le problème d'Erica est qu'elle n'a pas une once de talent pour la magie. Elle n'a pas non plus d'amis et se fait harceler en classe. Heureusement, elle est heureuse d'avoir trouvé un ami en notre garçon, le qualifiant de sous-performant qui la réconfortera même lorsque ses notes sont basses. Le frère se fait démolir partout, mais elle plaisante simplement. Quoi qu'il en soit, il lui rappelle que les attentes d'Erica seront bientôt satisfaites. Sans trop d'explications, Will l'emmène dans une autre salle de classe où se déroule le vrai cours. Ils trouvent leur chemin vers le vrai cours, seulement pour que l'instructeur prévisible les considère en retard. Will s'excuse de ne pas avoir été informé du changement soudain d'horaire, mais cet imbécile est borné et ne les pardonne pas. Pour punir Will, il décide de lui poser une autre question. C'est une mauvaise nouvelle. Erica sait déjà que notre garçon n'a pas assisté à la plupart des cours précédents, ce qui signifie qu'il ne saurait rien. En regardant le tableau, Will décompose le problème dans sa tête, tandis que son professeur souligne que des points seront déduits s'il ne trouve pas la bonne réponse. Ulpus ridiculise encore Will, sachant qu'il est sur le point d'échouer, mais notre garçon est profondément concentré. Alors il prend la craie et commence à griffonner intensément. Chaque mot capte l'attention de la classe. Même Ulpus pense que c'est juste une tentative de frame. En vérité, Will trouve la configuration correcte, illuminant le cercle magique sur le tableau. Il a dépassé toutes les attentes, réduisant au silence toute la salle, y compris son mauvais instructeur. Le professeur est forcé d'admettre que c'est la bonne réponse, stupéfiant Ulpus et même Erica. Il n'y a tout simplement aucun moyen que le nouveau ait réussi à déchiffrer la réponse même après avoir manqué tous ses cours. Juste après ce cours agaçant, Erica a immédiatement voulu savoir comment il avait réussi à résoudre cette question. Will explique que c'était en fait assez facile à résoudre, car il l'avait appris dans le manuel. Il avait déjà lu le manuel, donc il savait à quoi s'attendre. Ce qui l'a stupéfait le plus, c'est que cet homme a dévoré tout le livre en une seule nuit. Will l'a seulement lu pour la première fois et a fini par le parcourir rapidement, le saluant comme l'un des plus grands livres sur la magie offensive. Il y avait des applications fondamentales et avancées mentionnées. Tout était couvert avec un détail intense. Il pouvait tout étudier par lui-même, mais sans une certaine compréhension magique, lire le texte était une corvée. La bonne chose à propos de Will est qu'il a toujours été bon en études théoriques, donc il pouvait s'en sortir sans trop de gêne. Il a appris tout sur la magie offensive en une seule nuit, en le lisant comme si c'était un roman de fiction. Alors qu'il est amusé, Erica est ici effrayée. Le livre qu'il a dévoré est le croque-mitaine de leur académie, quelque chose qui ne peut pas être traduit sans l'aide du professeur. Elle commence à regretter son hypothèse initiale de l'appeler un échec et réalise qu'elle est la seule à être au bas de l'échelle. La fille ne veut pas qu'il l'abandonne dans les rangs les plus bas, tandis que notre garçon lui assure qu'il va lui enseigner tout ce qu'elle trouve difficile. Après tout, ils sont meilleurs amis de la même classe. Erica affiche un sourire, heureuse de recevoir son aide. La réalité est que notre garçon est venu à l'école pour ses objectifs, pas pour jouer les copains avec le pouvoir de l'amitié. Mais comme il est seul, il aura besoin d'Erica, alors il lui parle d'une faveur qu'elle doit lui rendre. Le prochain cours est le cours de magie offensive générale, un cours qu'il n'a jamais pu réussir, et la principale raison pour laquelle il n'a jamais pu accéder aux autres cours.
Erika pense qu'il devrait facilement y arriver maintenant qu'il a vaincu Ulpus, mais la réalité est différente. En fait, Will ne peut pas utiliser la magie offensive générale comme tout le monde, mais il a une excellente idée. La mise en place nécessite l'aide d'Erika pour qu'il réussisse. Dans la scène suivante, les étudiants sont de nouveau rassemblés sur le terrain d'entraînement. En ce qui concerne la magie offensive, il y a deux branches de magie générale et unique. La magie générale se réfère à des sorts avec des formules correctement formulées, ce qui la rend facilement accessible à tous grâce aux formules. Contrairement à leur utilisation générale, la magie unique est gravée de l'intérieur d'un utilisateur, comme la magie spéciale de création de couteaux d'Ulpus. Le programme de l'Académie comprend des cours pour les deux types de magie offensive afin que les étudiants puissent se perfectionner. Bien sûr, la magie unique ne mène pas à une réponse correcte, donc pour quelqu'un comme notre garçon, c'est en fait le moyen le plus simple pour lui d'assister à ces cours et de gagner. Malheureusement, il est bloqué quand il s'agit d'apprendre la magie offensive générale, et son professeur le sait bien. Profitant pleinement du guérisseur, l'instructeur le félicite pour ses compétences théoriques et se demande comment il se débrouillera en pratique. Après tout, Will est censé échouer à ce cours s'il ne peut même pas utiliser la magie de base. L'instructeur souligne que l'exercice n'est pas différent de toutes les tentatives précédentes, avec pour objectif de tirer un coup sur la cible. Une fois de plus, il rabaisse Will en disant que c'est une tâche extrêmement basique, ce qui signifie que s'il échoue à faire quelque chose d'aussi fondamental pour l'académie, il ne pourra pas obtenir son diplôme. En rassemblant ses pensées, l'instructeur se souvient comment le garçon a appliqué la magie de guérison dans des manœuvres offensives et comment la magie de guérison améliore les statistiques générales du corps. Mais c'est différent ici parce que Will ne peut pas utiliser quelque chose comme la magie offensive. Il veut juste que ce gamin se perde et abandonne de sa classe, mais notre garçon ne va nulle part et sourit à la situation. L'instructeur est complètement stupéfait quand il voit la main de Will enveloppée de flammes. Il n'y a tout simplement aucune raison sur Terre pour que ce gamin soit capable de lancer une telle magie. Mais ne vous y trompez pas, c'est en fait juste une tactique sournoise utilisée par notre protagoniste. Toute sa stratégie repose sur Erika qui crée la boule de feu en utilisant sa version de la magie offensive générale. Ensuite, il déploie la boule de feu à l'intérieur de la queue du salamandre. Ensuite, Will utilise soigneusement l'auto-guérison pour attiser les flammes, les cachant dans sa main. En gros, il fait ce que Gojo Satoru fait avec sa technique maudite inversée pour maintenir l'illimité. C'est une guérison infinie. Mais même alors, Erika doutait de son approche, se demandant quel genre d'homme elle avait affaire, ne sachant pas qu'il était le plus grand guérisseur de l'humanité à un moment donné. Quoi qu'il en soit, il a arrêté la magie de guérison juste après avoir ouvert sa main, donnant l'impression qu'il avait manifesté une boule de feu depuis la paume de ses mains. Ensuite vient la partie facile. Il la lance simplement sur la cible, l'atteignant en plein dans le mille. L'instructeur Mech tremble comme une feuille. Son élève l'a encore une fois humilié. L'illusion est si bonne qu'il est totalement convaincu que Will a lancé de la magie offensive. Cela lui vaut une note de passage immédiate, suscitant les applaudissements d'Erika et la totale confusion des spectateurs. Surtout, Ulpus est furieux. Après le cours, il confronte le professeur pour obtenir une réponse. Aucun d'eux n'a la moindre idée de ce qui se passe. Il n'y a aucune logique pour que Will ait appris la magie offensive générale. L'ego d'Ulpus est blessé à cause de la défaite qu'il a subie, et maintenant ce guérisseur va trop loin. Bro est prêt à aller jusqu'à se plaindre à son père pour anéantir la classe. Même le professeur est stupéfait par sa détermination, tandis que le noble fier s'éloigne, ordonnant à l'instructeur de faire tout ce qu'il faut pour éliminer le guérisseur de leur classe. Le professeur Connard est maintenant pris au piège parce que enfreindre les règles comporte le risque d'être découvert. Malheureusement, il a aussi passé beaucoup de temps à obtenir son poste à l'académie, donc il ne peut pas le perdre maintenant. En pesant les risques, l'instructeur décide qu'il vaut mieux pour lui de tenter sa chance et de se débarrasser du guérisseur qui essaie de se faire un nom dans leur académie. Bro a un conflit générationnel avec un élève de 15 ans et décide finalement de prendre les choses en main. Après les cours, sur le terrain d'entraînement, l'instructeur finit par convoquer Will tout seul. Bro menace notre garçon, mais Will le prend comme un compliment, trop dense pour réaliser la situation dans laquelle il se trouve. L'instructeur partage qu'il veut rabaisser la confiance du gamin, surtout après qu'il ait manqué beaucoup de cours lorsqu'il est arrivé à l'académie. Ce n'est même pas la faute de notre garçon parce que ce prof idiot est celui qui a refusé de le laisser suivre ses cours au départ. Will rétorque en disant qu'il a déjà étudié le matériel avec ses amis et en autodidacte, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais ce professeur est tyrannique dans son approche et s'en fiche, croyant que cette nouvelle leçon est nécessaire pour Will. Le contenu est décidé par lui en tant qu'instructeur, donc ici ils participeront à une véritable bataille simulée. C'est assez suspect pour Will qu'ils doivent se battre contre un enseignant sans raison, et l'instructeur sait que c'est injuste, alors il accorde un handicap au garçon. Si Will parvient à porter ne serait-ce qu'un seul coup, il sera considéré comme le vainqueur de ce mini-examen. Avec ce genre de levier, l'instructeur s'attend à ce que le garçon ne prenne pas la fuite et prenne le combat au sérieux. Bien sûr, ce clown n'a jamais envisagé l'idée de perdre. Il a tellement confiance en ses capacités. Quant à notre garçon, il est perdu dans ses pensées, reconstituant la situation. Le gamin accepte les conditions du duel, au grand plaisir du professeur. Le combat commence immédiatement avec l'instructeur utilisant un sort de terre depuis le sol. Heureusement, Will a une certaine connaissance du style de combat de son professeur. Il sait que ce type est spécialisé en magie de la terre, alors il esquive rapidement le premier coup, mais ce même coup se transforme en un obstacle et le force à esquiver à nouveau.
Will se fait marteler par de nombreux coups mais il esquive correctement. Le professeur se moque de lui pour esquiver sans arrêt, mais le problème actuel de Will est de gérer la magie de la terre agaçante qui peut être utilisée en continu. Ensuite, il y a le fait que son attaque a une portée énorme, la rendant complètement différente de celle d'Ulpus. En même temps, le gars n'a pas encore fini et se retrouve à réagir de manière instinctive à chaque coup. Will réduit la distance et fonce vers son professeur qui active davantage sa magie de la terre, ouvrant un mur de chaque côté avant de le refermer, emprisonnant le garçon. Ce mouvement semble être la chute ultime jusqu'à ce que le gars voit son élève descendre du ciel avec un poignard à la main. C'est la seule opportunité qu'il a, alors Will porte le coup de poignard, fracassant la tête de son professeur. Malheureusement, cet homme a sculpté une armure durable, bloquant le coup. L'élève évite de force la prochaine attaque de l'instructeur, créant à nouveau de la distance. Ce petit serpent traite son élève de pathétique et révèle son armure invincible. Même Will trouve ce nom ringard, tandis que son professeur se moque de lui pour avoir utilisé une imitation de la magie offensive générale. Il le rabaisse, le critique et méprise la confiance de l'élève pour avoir osé envisager de devenir un mage d'attaque. Cependant, l'humble élève rappelle avec confiance à l'instructeur que la magie de guérison lui a permis d'étudier le corps humain en détail immense. De cette façon, il pouvait comprendre que la plupart des humains retenaient leur force pour ne pas tuer. Leurs propres corps ne peuvent pas supporter toute leur puissance, et dépasser cette limite entraînera la détérioration de leur corps. L'instructeur le prend comme une insulte, parce que Will essaie de lui faire la leçon en se comportant de manière hautaine, mais le point du gamin est en fait simple. Si quelqu'un peut enlever le limiteur du corps humain, il peut libérer une puissance énorme au prix de déchirer son corps. Mais la bonne chose pour Will, c'est qu'il est un guérisseur, donc il est sur le point de faire comme Izuku Midoriya. Il est d'accord pour que ses bras finissent par se briser dans le processus. La détermination du garçon stupéfie l'instructeur, alors qu'il marche calmement vers son professeur qui pense toujours que son armure ridicule n'aura aucun effet. Deku prépare son Texas Smash. Oh zut, encore la mauvaise histoire. Son professeur crie alors que Will anéantit son armure avec son poing. Le gars ne se contente pas de briser l'armure, il laisse son visage plus meurtri que Jake Paul lors de son combat contre Anthony Joshua. Will rappelle au cher instructeur de ne pas décider du destin d'un élève et se sent réchauffé en se souvenant à nouveau des conseils de Veronica. Elle est la seule raison qui l'a aidé à débloquer une telle force écrasante à partir de la magie de guérison qu'il possède déjà. Will sait qu'il peut devenir beaucoup plus fort, mais alors qu'il est perdu dans ses pensées, l'instructeur se faufile et l'attaque avec une autre colonne de terre. Heureusement, il parvient à esquiver, mais cela ne suffit pas à apaiser la colère bouillonnante de cet homme. Will ne s'attendait pas à être pris par surprise par cette attaque, surtout quand il avait déjà rempli la condition du test. L'instructeur débite encore des conneries en affirmant qu'il n'y avait pas de témoin pour confirmer une telle chose, ce qui signifie techniquement qu'un mage guérisseur ne l'a jamais touché. Il refuse de reconnaître sa défaite face à un guérisseur agaçant et lance encore plus de sorts de terre contre notre garçon. Will commence à en avoir vraiment assez de l'approche « je suis les règles » de cet homme à la Saito Kaiba, mais grâce au fait qu'il a déjà retiré ses limiteurs, il peut se lancer à des vitesses de fusée et le dépasser à nouveau. L'instructeur n'a même pas pu traiter l'avancée soudaine de Will alors que le garçon charge son poing lourd prêt à le démolir une deuxième fois. Même son armure ridicule ne se manifestera pas à temps pour le sauver de ce coup de poing, mais ensuite, le coup s'arrête. Juste avant de lui écraser le visage, le coup de poing s'arrêta. C'est comme si le cours du temps lui-même n'existait plus. Le coup de poing de Will écrase son visage, humiliant l'instructeur alors qu'il ressent la douleur intense. Ce coup de poing honteux et lent est pire que de subir la dernière attaque. Il ne peut même pas s'enfuir cette fois-ci, ni crier pour sauver sa vie. La scène est vraiment hilarante parce que ce coup de poing prend environ 50 cases. Finalement, Will exerce une véritable force et envoie cet homme voler, le faisant s'écraser au sol. Pendant tout ce temps, le guérisseur utilisait un autre de ses tours de guérisseur. Il accueille l'instructeur de retour à la réalité en expliquant qu'un seul instant s'est écoulé dans le monde réel. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas comme son professeur qui n'explique rien et partage correctement ce qui s'est passé. D'abord, quand Will a porté son coup de poing, il a activé un sort d'amélioration d'illusion. Ce sort est censé guérir les personnes ayant des sens affaiblis comme la vue, mais récemment, notre garçon l'a utilisé en combat pour augmenter sa vitesse et son temps de réaction. Il peut essentiellement l'activer contre un adversaire, hyperstimulant ses sens, lui faisant croire qu'une seconde est en réalité 100 secondes. Cela rend l'attaque beaucoup plus douloureuse, car elle est brutale et torturante. Enfin, Will affiche un petit sourire à son professeur et pose une dernière question, demandant s'il peut maintenant réussir le cours. Avant que l'instructeur snob ne réponde, il lui attrape l'épaule, lui rappelant de manière menaçante qu'il va effacer chaque centimètre de discrimination que le professeur a pour le guérisseur. Le même guérisseur inoffensif ressemble à un roi démon en ce moment, et souligne que son seul objectif est de profiter de ses cours, ce qui signifie que si ce type ou ses élèves l'interrompent à nouveau, les choses iront très mal pour lui. Will conclut sa proposition avec un sourire éclatant, concluant leur rencontre. Ce soir-là, l'instructeur est vu en train de marcher en panique, se demandant quel genre de monstre il a rencontré. Il croyait que chaque mage guérisseur était faible comme de la merde, et soumis aux ordres des mages de première ligne. Mais ce type est différent. Il a des compétences de combat de premier ordre et une intention meurtrière. Par coïncidence,
coïncidence, il finit par tomber sur le punk blond, qui est curieux de connaître le résultat de la séance d'entraînement. Holpis ricane, croyant que cela a conduit à la mort de notre garçon. Mais ensuite, il est réduit au silence comme un chien. L'instructeur en a assez des jérémiades de son fils à papa, et exhorte le noble à ne pas s'opposer à Will. C'est pour le bien de tous, et c'était leur plus grande erreur de penser que Will n'était qu'un simple mage guérisseur. Holpis est surpris par le conseil et évoque à nouveau la menace de son père, mais cette fois, l'instructeur n'a pas peur. Il dit essentiellement au punk blond d'aller se plaindre à son papa autant qu'il le veut, car en vérité, si Holpis avait toute cette influence, il aurait pu facilement éliminer le guérisseur d'ici là. La famille Omen ne suit pas les ordres d'Holpis, mais il est absolument certain que s'il continue à jouer avec le nouveau, il les détruira pour de bon. Holpis est laissé en colère, incapable de croire. Sur Enbri and Hiri. Croire que la situation s'est dégradée dans cette direction. Après cette raclée phénoménale, quelques jours ont passé. Le cours vient de se terminer. Will se détend parce qu'il peut sentir que le noble blond est maintenant prudent autour de lui. Il ne fait plus de mouvements sournois ni de commentaires. De cette façon, notre garçon peut enfin se concentrer sur ses cours, mais il n'est pas satisfait de son état actuel des choses. En ce moment, son objectif ultime est de renverser la réalité de la destruction de l'humanité dans le futur. La seule façon d'éviter un destin sombre comme celui-là est de devenir plus fort. Certes, sa magie de guérison l'aide avec l'amélioration corporelle, mais il s'est limité à des attaques de force basiques pour l'instant. L'amélioration sensorielle est bonne pour les illusions aussi, mais ce n'est rien comparé au style de combat polyvalent de la magie offensive. Will comprend qu'il doit créer un tout nouveau style de combat pour rattraper son retard. Il explique exactement ce processus de pensée à l'assistante professeure Veronica, cherchant à nouveau ses conseils. L'approche de Will a besoin d'être affinée, mais Veronica a une autre chose à dire d'abord. Il hésite à entendre ce qu'elle va dire, mais elle finit par le féliciter pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Grâce à ses contributions, les professeurs parlent sans cesse du guérisseur. Un mage guérisseur qui tient tête aux meilleures classes de l'académie, ce n'est pas rien. Bien que certains autres enseignants semblent également détester ses progrès, ce qui est compréhensible. Fait intéressant, Veronica n'a jamais vraiment révélé à quiconque quelle est la raison de ses progrès. Elle n'a jamais eu l'occasion de le mentionner parmi les enseignants parce que les autres la méprisent simplement pour être spéciale, même à leur niveau. Notre garçon est soulagé car de cette façon, il n'aura pas de problème. C'est grâce à ses conseils qu'il est arrivé jusque-là, et il ne voudrait pas qu'elle ait des ennuis à cause de cela. Le professeur ne s'en soucie pas et admet qu'en fait, elle lui est reconnaissante. Comme elle l'a dit auparavant, les mages guérisseurs n'essaient même jamais de concrétiser leur théorie. Elle sort à nouveau son épée. Étrangement, elle aime beaucoup faire ça et défie notre garçon en duel. Will n'avait clairement pas anticipé ce geste de la part de Veronica, mais elle est vraiment curieuse de voir où il en est à son niveau. C'est le moyen le plus sûr de l'aider à devenir plus fort, mais notre garçon n'est pas du tout prêt et panique complètement. L'épéiste souligne que l'ennemi n'attendra pas et fonce depuis sa position. Elle apparaît bruyamment juste devant lui pour l'abattre, quelque chose que Will parvient à dévier à la toute dernière seconde. Il peut à peine maintenir son arme face à ses attaques lourdes, et elle continue de le submerger avec une rafale de coups. Malgré l'utilisation de tous ces boosts de vitesse de réaction, il n'arrive même pas à la suivre. Le truc avec Veronica, c'est qu'elle est plus que rapide. Cette femme est l'incarnation de la foudre. Son épée passe élégamment d'un coup à l'autre, ce qui signifie que dans une bataille d'endurance, c'est Will qui cédera le premier. En supportant les coups lourds, Will comprend qu'il n'a qu'une seule chance de l'impressionner avec sa vitesse dépassant les limites. De cette façon, il la prendra par surprise. En insufflant son énergie dans son talon, notre garçon avance avec une férocité tonitruante. Le professeur ne s'attendait pas à cette manœuvre, tout comme il l'avait prédit, et juste au moment où la lame est sur le point de lui transpercer le visage, elle réagit à bout portant et contre-attaque en tranchant littéralement son arme. Le combat est terminé, et même avec tous les efforts de Will, il ne peut rivaliser avec les compétences de la guerrière d'élite. Veronica affirme son enthousiasme. Elle ne croyait pas qu'il pourrait la surprendre ainsi. Ce qu'elle a utilisé là-bas était une épée magique pour le contrer. Tout ce temps, elle pensait qu'il était un mage guérisseur capable d'utiliser des manœuvres offensives. Mais c'est différent. Les compétences de combat actuelles du garçon se classent parmi les meilleures. Mais Will ne trouve pas de satisfaction dans ses progrès comme toujours. Elle partage son ambition et sa détermination à devenir plus fort et comprend que l'amélioration n'est pas son objectif final. Will admet qu'il essaie de retirer le limiteur de son corps, mais cela ne suffira pas comme l'a prouvé leur combat aujourd'hui. Le professeur fait une autre analogie, affirmant que le but d'une épée va au-delà du simple maniement. Elle peut percer et être lancée, et la magie de guérison doit avoir des applications similaires. Malheureusement, Will a réfléchi à des idées similaires, mais ne trouve rien. La magnifique épéiste explique que son défaut est le manque d'expérience en combat réel. Il lui manque l'intuition pour comprendre ce que signifie se battre. Selon Veronica, l'expérience l'emporte sur la connaissance lorsqu'elle est bien appliquée. Même dans leur combat actuel, Will a remarqué un petit quelque chose qu'elle a utilisé. Comprenant son conseil, Will demande s'il devrait mener plus de combats simulés contre le professeur. Veronica aime l'approche, mais recommande qu'il participe à une mission d'entraînement de subjugation de monstres. Le garçon est déconcerté. Enfin, il aura une expérience de près d'une situation de combat à mort. Il a effectivement participé à la même compétition entre les 3 académies de Schwarz, Heilig et Silbern.
Les trois académies se vantent de style offensif, défensif et d'escrime. Leurs étudiants sont censés exécuter des demandes de subjugation. À l'académie High League, le garçon n'a pas participé à la mission elle-même, mais cette fois, il a l'opportunité d'affronter des monstres cauchemardesques et d'acquérir de l'expérience face à la destruction à venir. Will raffermit sa détermination pour sa toute première mission de subjugation. Veronica l'observe avec intérêt, lui rappelant les conditions de participation. Le garçon doit prouver sa capacité lors de l'examen de sélection, et il y a une rumeur d'un prodige parmi les premières années. Le nouvel objectif de Will est de décrocher la première place lors du processus de sélection face à ses camarades de classe. Il demande des détails sur l'examen de sélection. Le critère simple est que les candidats se battent les uns contre les autres. En général, une centaine de personnes se portent volontaires et démontrent leurs compétences, sélectionnant les meilleurs des meilleurs. Même notre garçon commence à en avoir assez de l'accent constant mis par l'école sur le combat. De retour à l'académie de guérison High League, quelques volontaires se sont levés pour participer, ce qui signifiait que n'importe qui pouvait prendre part à la mission. Mais c'est un format différent à l'académie Schwartz, qui se vante d'un processus de sélection. Will se remémore les souvenirs chaleureux à l'académie de guérison, se demandant comment son ancien maître se porte en ce moment. Veronica reprend en parlant de l'étudiant prodigieux avec un niveau de compétence dépassant de loin certains des instructeurs. Cela signifie que Will n'obtiendra pas facilement cette première place, ce qui le fait se demander si l'assistant professeur a personnellement rencontré cet étudiant. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer ce type parce qu'il aime éviter les professeurs, agissant comme s'il était bien meilleur qu'eux. Il ne vient même pas lui poser de questions, mais cela mis à part, elle est intimidante. Quoi qu'il en soit, Veronica promet à Will qu'elle l'aidera à s'entraîner pour l'examen, ce qui lui remonte le moral car elle est sa seule chance de s'améliorer. Nous passons directement au jour de l'examen de sélection. Will entre dans l'arène, soulignant que le temps a passé vite depuis. Il se sent plus confiant que jamais, ayant terminé toutes ses préparations. Alors qu'il se mêle à la foule, une certaine voix appelle son nom. C'est le président de l'Alliance de l'Académie de magie, Arnel Lam. Le principal est heureux d'annoncer que sa petite fille se rétablit régulièrement depuis qu'il l'a guérie. Le président s'excuse même de ne pas avoir pris soin du garçon, même après qu'il ait sauvé la vie de sa petite fille. Will explique que, bien qu'il ait eu des difficultés au début avec les défis de l'académie, il s'est maintenant complètement intégré sans aucun problème. En fait, il était même déterminé à obtenir la première place à l'examen de sélection, un noble objectif qui impressionne le président. Leur conversation est interrompue par un trouble fait, un instructeur qui ridiculise les paroles de Will en les qualifiant de plaisanteries. Il pense que ce morveux sous-estime grandement sa classe. Et d'ailleurs, Bod est aussi le superviseur de la formation sur le terrain pour l'événement. Fait intéressant. Will a rencontré ce type dans sa vie précédente. Bod était surnommé l'éclair violette, connu pour ses résultats incroyables en classe de héros pendant la Grande Guerre. Malheureusement, ces deux-là ne s'entendaient jamais bien, et même maintenant, c'est pareil. Le mage macho et sombre intimide le guérisseur en soulignant à quel point le monde est plein de génies du combat. L'entraînement n'est qu'un caillou en comparaison. Il critique ouvertement Will en face, déclarant que le gamin n'a aucune chance de gagner en tant que guérisseur. Le garçon ne répond pas, tandis que le président recommande de régler leurs différends pendant l'examen, pas avant. L'instructeur insiste qu'il est juste en train d'éduquer le gamin et souligne que le véritable vainqueur de cet examen sera Sirius de sa classe. Ce jeune homme est carrément un personnage copié-collé de Genshin Impact. Sirius Blue Note est le prodige que tout le monde acclame avec de grandes attentes, et c'est aussi le même homme que notre garçon est destiné à affronter pour la première place à l'examen de sélection. La compétition est féroce, et le président est impatient de les voir se défier du regard. Sans perdre de temps, les candidats entrent dans l'arène des concurrents, entourés par une foule en liesse à la recherche d'un match épique. Will et Erika sont au deuxième rang à l'avant, avec le guérisseur exprimant sa surprise de l'avoir participé. Malheureusement, elle doit participer, sinon elle perdra ses privilèges d'allocation à l'académie. Même Ulpice observe notre garçon de loin, tandis que le président félicite officiellement les candidats d'être arrivés jusqu'ici et espère que les meilleurs mages gagneront. Le premier tour sera un tour préliminaire, qui éliminera la plupart des candidats, ne laissant que les meilleurs pour la sélection proprement dite. Cela signifie qu'ils vont tous se battre en même temps, sans étudiants les uns contre les autres. L'espace est bien trop exigu pour leur combat, mais pas de souci, car le président utilise son expansion de domaine personnel pour les projeter dans une dimension entièrement différente. Les étudiants ne peuvent même pas imaginer où ils ont été transportés, tandis que le vieux bonhomme se tient au bord de l'espace lui-même, les dispersant dans différents endroits. Will est transporté dans une forêt juste derrière l'académie. Avec tous les étudiants transportés, le directeur annonce qu'ils ont tous été placés à des endroits aléatoires. Le but est de coopérer intelligemment et d'éviter des adversaires trop nombreux. Toutes les positions de départ sont basées sur la chance. Will est ici, admirant la compétence incroyable de téléportation du président parce que ce vieux bonhomme vient de les téléporter en même temps. Ainsi commence le début de l'examen d'entraînement sur le terrain. Première chose à faire, notre garçon saute sur une branche avant d'activer le sort de dissimulation de présence. De cette façon, il masquera sa présence et se mettra en mode furtif, jouant la sécurité autour des autres concurrents. Quand il regarde en arrière, il trouve en fait 3 étudiants qui s'affrontent. L'un d'eux utilise un puissant golem de terre qui pourrait passer pour un Pokémon, honnêtement, tandis que cette autre fille a un énorme marteau de fée.
Tous deux sont tellement occupés à se faire face qu'ils oublient le troisième attaquant, une femme qui les fige sur place. Will est impressionné de voir l'éventail de compétences que possèdent les autres mages d'attaque, et pense qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux, au-delà de vouloir simplement la première place. Il aime ce qu'il vient de voir et a l'intention de l'intégrer à ses propres compétences. Le combat est terminé, et le dernier homme debout est le gars du golem. Ils sont là à célébrer leur victoire après un combat épique. Pendant ce temps, notre gars arrive et fait un psych bitch. Will attrape sa tête et active le blocage de conscience, le mettant immédiatement hors de combat. Pensez-y comme une mini-version de vide infini de Gojo. Avec cette capacité, Will est capable de manipuler la force vitale de son adversaire et de le forcer à s'évanouir, mais il est nécessaire que sa prise soit ferme, sinon la technique ne fonctionnera pas correctement. C'est une technique qu'il a empruntée à Veronica lors de leur session d'entraînement. Perdu dans ses pensées, Will remarque à peine une attaque venir vers lui. Il esquive une série de petits poignards et se souvient immédiatement que c'est encore ce même idiot attardé. Cette fois, le gamin a amené ses amis au sein. Ulpice croit qu'il essaie juste de passer cet examen comme tous les autres étudiants, mais il a l'avantage du nombre dans une situation de 3 contre 1 ici. Ulpice active la magie de création de couteaux. Un sbire enduit ses dagues de poison. Le dernier sbire utilise la magie des clones d'ombre pour les multiplier encore plus. Avec ses lames empoisonnées, même une simple éraflure pourrait mener à la perte de notre garçon. Bloqué et carrément hors de question, des dizaines de lames se dirigent vers Will, le traquant. Alors qu'elle s'approche de lui, il envisage l'idée de guérir le poison avec la magie de récupération. Gérer autant de ces dagues, même avec un renforcement corporel, semble être un vrai casse-tête. Acculé, il décide de tenter une toute nouvelle manœuvre. Une barricade soudaine apparaît devant lui, protégeant Will des couteaux. Ulpice est stupéfait en voyant le même golem de pierre servir maintenant un nouveau maître. Le tour astucieux de la magie de récupération est qu'elle peut être déployée sur d'autres créatures vivantes. Le golem de pierre ici est capable de se déplacer seul en utilisant le sang du lanceur. Même s'il est incapable de motifs complexes, le guérisseur peut facilement le manipuler en utilisant son sort appelé imprégnation de pseudo-vie. Le golem charge le trio Skindiana Bones. D'abord, notre mauvais garçon frappe la poitrine d'un type. Puis il s'assoit sur un autre gars, lui causant probablement des douleurs dorsales permanentes. Avec les deux d'entre eux terminés, Ulpice est vu paniquer. Il est fichu car notre goal le foudroie comme Minato Namikaze, lui attrapant le visage et l'endormant. Le combat est terminé, alors Will retourne en mode furtif, son golem prenant l'avance sur le champ de bataille. Étant donné que ces techniques d'amélioration le limitent dans les combats rapprochés, sa meilleure option est d'utiliser un golem pour compenser une faiblesse flagrante. Il peut également observer tout le monde en toute sécurité de cette manière. Soudain, une gigantesque tornade attire son attention. C'est comme si une catastrophe naturelle avait frappé la forêt. Mais non, cette spirale de vent est littéralement une vague de Kamehameha, une que notre garçon parvient à peine à éviter. L'attaque marque littéralement la terre, détruisant le golem ainsi que le reste des étudiants, abattant même tous les arbres dans la zone restante. Au loin, Will voit un homme. C'est Sirius, l'étudiant prodigieux. Et je ne plaisante même pas. Mec ressemble plus à un personnage principal que le gars qu'on a. Ses capacités sont terrifiantes au premier coup d'œil. Will se demande s'il devrait utiliser un coup pour le combattre. Mais soudain, le match est forcé de se terminer. Le directeur commémore chaque candidat pour leurs efforts, concluant ainsi le tour préliminaire. Seuls 4 concurrents restants passeront à la phase suivante. La véritable compétition se tiendra dans l'arène. Alors, jusqu'à ce moment-là, le président conseille aux étudiants de se reposer pendant qu'il active la magie de transfert. Pendant que la magie de transfert s'active, Sirius, l'homme très sérieux, fixe sérieusement avec une expression sérieuse notre protagoniste sérieux. Will doit trouver la volonté de battre ce type en un jour. Ils disparaissent tous les deux après cela. De retour à la maison, notre nerd est occupé à faire ses devoirs, pensant à une stratégie pour l'examen. Juste à l'extérieur de sa chambre, Ulpice et sa bande de perdants sont arrivés une fois de plus. Ils sont déjà énervés de se prendre 50 défaites à chaque fois qu'ils défient le guérisseur. Mais Ulpice est un mauvais perdant, un crétin. Il se soucie de la fierté de sa noble famille et veut défendre l'honneur de la famille Oman contre un guérisseur de Baran. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que son père découvre toute la situation. Pourtant, ses amis n'ont tout simplement pas le cœur à le suivre. Ils le laissent tomber et le laissent se débrouiller avec ses propres problèmes. Ulpice panique et finit par bouillir de colère, déclarant qu'il a un moyen de se débarrasser du guérisseur même sans utiliser de magie, tandis que notre garçon se détend dans sa chambre. Soudain, Will entend frapper à une heure étrange. Il se lève pour ouvrir la porte et sent déjà un mauvais pressentiment. Évidemment, c'est Ulpice à la porte, qui sort son numéro de noble ringard et le salue chaleureusement. Will est méfiant et ne croit pas à ses talents d'acteur, mais le noble doré est juste là pour discuter. Il exprime sa haine pure pour les guérisseurs, expliquant comment il a fait tout un tas de choses pour éliminer Will de l'académie. Évidemment, notre garçon a retourné la situation à chaque fois et l'a surpassé coup sur coup. Mais maintenant, Ulpice est venu avec un message personnel. Son acte poli tombe lorsqu'il ordonne au gamin de quitter l'académie. Ouais, tant pis pour cette piètre performance d'acteur.
Will commence vraiment à respecter le jeu de haine de cet homme, comme s'il ne pouvait tout simplement pas le laisser tranquille une fois. Ulpus se vante d'être un membre respectable d'une famille noble et n'aime pas que les guérisseurs traînent. Même son frère aîné était faible en tant que guérisseur. Les gens se moquèrent de lui et il souriait juste devant eux. Les mages offensifs sont fiers et les guérisseurs réguliers sont pitoyablement pathétiques. C'est la sombre réalité de la plupart des enseignements des familles nobles, un système tortueux. Ulpus insiste pour que Will parte par le pouvoir de la parole, pas de jujitsu, mais Will ne va vraiment pas dire « Ouais mec, merci, laisse-moi arrêter ». Alors il le rejette. Le noble est préparé à cela et souligne qu'il connaît la famille de Will. Grâce à ses serviteurs et ses connexions dans le monde extérieur, le noble a découvert que Will a une sœur. Tous deux partagent un lien affectueux ensemble. Avec un seul ordre, ses serviteurs pourraient facilement éliminer la sœur du garçon s'ils le voulaient. Maintenant, la scène devient beaucoup plus intense. Le comportement habituellement détaché de Will disparaît et il fonce directement vers le cou de ce type avant de le gifler violemment au sol. Ensuite, il s'approche par derrière, tirant son bras dans une position où il pourrait facilement se briser. Will rappelle au cher noble qu'il a déjà pris sa décision, et malgré les jérémiades d'Ulpus comme un chien, son bras craque, le laissant en pleurs. Le noble est toujours déterminé à se venger, affirmant que l'Académie ne lui pardonnera pas d'avoir cassé son bras. Mais voici le truc sympa mon pote, oubliez que Will est en fait un guérisseur. Tout va bien à nouveau, ce qui signifie aussi qu'il peut être cassé à nouveau avec plaisir. Craque une deuxième fois, laissant Ulpus dévasté par une douleur traumatique rugissante. Will le guérit à nouveau, et ce jeu continue. Le noble supplie encore, mais ça casse de nouveau quand même. Le cycle de bris et de guérison continue, avec Will déclarant en plaisantant qu'il s'en tient fermement à sa décision. Menacer sa sœur est une limite que ce perdant n'aurait jamais dû franchir. Crac, crac et crac. Brisage de bras implacable jusqu'à ce que l'esprit d'Ulpus soit tourmenté. Il comprend maintenant que ce gamin n'est pas un guérisseur, mais Satan moderne lui-même. Tout comme la prise de conscience que l'instructeur a reçue, le noble a clairement compris qu'il ne peut plus jouer avec lui. Cette nuit-là, Will renvoie le noble avec des salutations joyeuses comme si rien ne s'était passé. Notre garçon ne ressent même pas une once de regret, éprouvant même de la joie avant de dormir. Le lendemain, le tournoi principal est en cours. Les gens dans l'arène attendent ce match avec un vif intérêt. Les 4 qui ont passé le premier tour doivent s'affronter. L'un d'eux se trouve être Erika elle-même, quelqu'un qui a surpassé les attentes de Will. Apparemment, elle s'est simplement enfermée dans des murs de feu, intimidant tous les autres de peur de l'approcher. En résumé, cette fille n'a même pas bougé et a gagné par défaut. Mais quelque chose semble étrange. Will ne pense pas que ce soit toute l'histoire. Elle lui demande d'y aller doucement avec elle, mais cet homme n'est pas un simplet et a l'intention de se donner à fond. Erika exprime qu'elle vise une évaluation bien plus élevée après l'avoir battue et ainsi commence leur affrontement épique. Sa première attaque prend la forme d'une boule de feu brûlante. Will conteste cette attaque de feu en la bloquant de front. C'est un simple sort de feu, rien de spécial à ce sujet, même sa magie de guérison peut facilement régénérer n'importe quelle blessure sans problème. Ce mouvement simple le pousse à sous-estimer Erika jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose de vraiment mauvais. Ce même sort qui l'a touché est plus qu'une simple attaque. C'est un piège. Erika continue sa même attaque, lançant des boules de feu consécutives. Mais quelque chose de spécial avec ces flammes, c'est qu'elles ne s'éteignent pas du tout. Cette femme a appris Amaterasu d'Itachi et a copié tout son style. Malgré sa faible puissance de feu, la durée est anormale. Même s'il maintient une récupération active, des dommages répétés vont le blesser. Cette observation s'est vérifiée la dernière fois aussi quand il a demandé sa flamme pour tricher à l'examen de magie offensive de base. Cela montre également pourquoi elle ne pouvait pas être approchée par aucun des concurrents utilisant ses pare-feux, car les flammes ne s'éteignaient littéralement pas. Les flammes d'Erika sont une représentation de son entêtement, et son exposition soudaine de compétences attire l'attention de la foule. Pour être honnête, ils la soutiennent juste parce qu'ils veulent voir notre garçon perdre. Un air d'arrogance s'empare d'elle, la réalisation qu'elle peut passer les préliminaires et même éliminer quelqu'un d'aussi puissant que Will. Formulant sa contre-attaque, notre garçon éteint les flammes avec désinvolture après avoir doublé sa capacité de guérison. Elle répète le même mouvement, mais Will est prêt cette fois. Sachant que ces flammes ne s'éteindront pas, il les attrape intentionnellement, augmentant ainsi son attaque personnelle. C'est une utilisation géniale de son intelligence de combat, car maintenant, le guérisseur a des points de feu pour aider ses frappes offensives. Erika est sur le point d'être emportée lorsqu'elle lève soudainement les mains et abandonne le match. Heureusement, elle s'en sort indemne. L'annonceur déclare notre garçon vainqueur du match. Malheureusement, ses statistiques d'évaluation ne changeront pas beaucoup même après le match. La même foule qui soutenait Erika plus tôt se retourne maintenant contre elle, la traitant de fraude pour une mage offensive. La pauvre fille a été un soutien toute sa vie et s'effondre sous le poids des attentes. Mais sa chère amie l'aide à se relever, soulignant à quel point elle s'est bien battue. Il guérit même ses blessures, gagnant son affection. Cette douce petite romance est détruite lorsque le professeur Bod monte sur scène, déclarant que c'est la fin de la ligne. Pointant son doigt vers le guérisseur, il considère sincèrement Will comme une ordure, et il est furieux qu'une mage offensive ait abandonné contre quelqu'un comme ça. Ces mots effraient la pauvre Erika, laissant Will se demander si ce comportement est approprié de la part d'un instructeur. Le superviseur se vante de sa position, soulignant que son rôle est de dire la vérité telle qu'elle est, ce qu'il
qu'il considère encourageant. Mais en partant, il confirme à notre garçon qu'il n'y aura qu'un seul candidat retenu du tournoi. Cet homme en question s'approche du guérisseur. C'est le sérieux Sirius. Ils échangent brièvement. Sirius ne prend même pas la peine de le regarder en parlant. Il est le seul à croire en la force et il est d'accord avec la vision du monde de l'instructeur Bud. Le guérisseur est d'accord avec cela, sauf que le prodige a encore une dernière chose à admettre. Il reconnaît sincèrement que le guérisseur est fort, mais en même temps, Sirius a l'intention de prouver que sa propre philosophie est correcte en le battant lors de leur match. Zoomons sur les talents du prodige. Will se souvient d'avoir entendu son nom dans sa vie passée. Un gars avec un niveau de magie offensive insensé, quelqu'un dont les vents sont si puissants que rien ni personne ne peut se mettre en travers de son chemin sans être réduit en cendres. Le match final entre Sirius et Will est sur le point de commencer. D'après la situation, notre garçon comprend qu'il ne gagnera la reconnaissance de l'Académie qu'en battant le prodige ici, donc son objectif est de gagner. Le match final commence avec Sirius qui libère une tornade écrasante depuis sa position. L'attaque prend trop de place, obligeant Will à esquiver prudemment. Ripostant avec sa propre vitesse dépassant les limites, Will se propulse à une vitesse fulgurante, approchant le prodige de toutes ses forces. Mais avant qu'il ne puisse réduire la distance, Sirius dissipe une attaque de vent totale, le maintenant à distance. C'est un problème pour le guérisseur. Il ne peut pas porter un coup sérieux sans s'approcher. Les deux forces de la nature continuent leur affrontement. Sirius et Will se font face tandis que Sirius remarque sa vitesse. Il lève la main pour attaquer et lance une rafale de vent intense dirigée vers son adversaire. Notre garçon réalise que la tornade d'avant n'était rien comparé à ce vent, qui parvient à balayer toute la zone. Il lutte pour rester debout, mais il est maintenant temps de faire ses débuts. Il pose sa main sur le sol et commence à faire pousser un arbre gigantesque tandis qu'Erika dans la foule est émerveillée par la capacité de la magie de guérison, sachant qu'il s'est renforcé. Il y a quelque temps, notre garçon a montré cette compétence au professeur Veronica et a expliqué qu'il avait infusé de l'énergie vitale dans la plante, ce qui l'a aidé à croître rapidement. Il avait appris auparavant la magie d'attaque qui pouvait manipuler les plantes et a décidé d'essayer avec cette compétence. Il voulait adapter ses tactiques en conséquence. Soudain, il commence à tomber au sol et le professeur Veronica le maintient debout. Il est surpris par l'épuisement soudain de mana puisque le livre n'a pas précisé que cela pouvait être une technique aussi majeure. Veronica déchiffre le code, expliquant que détruire est plus facile que guérir parce que la guérison consomme beaucoup plus de mana que la magie d'attaque, et reproduire la magie d'attaque en utilisant la magie de guérison est probablement une utilisation très inefficace du mana. Connaissant les conséquences de cette compétence, il prévoit de la garder pour des moments où elle peut être correctement utilisée. Revenant au présent, notre gaz utilise cette compétence sur le champ de bataille puisque sa magie d'attaque n'est pas très efficace. Il décide donc de compter sur ce mouvement. Quand l'arbre finit de pousser, Sirius parvient à le couper avec une attaque de lame de vent. Cela déstabilise notre gars puisque la magie de Sirius consiste en des tornades qui peuvent avaler des ennemis et des tempêtes qui peuvent balayer une large zone. Ces lames de vent sont destinées aux objets solides tandis que la tornade s'occupe de quiconque s'approche de lui en se centrant autour de lui. Will réalise que Sirius est appelé le meilleur candidat pour une raison, mais il a aussi visé à se renforcer en utilisant cette magie et bondit dans la direction de Sirius. Instantanément, l'adversaire forme une tornade autour de lui et le rabaisse, disant qu'il ne peut pas l'atteindre quoi qu'il fasse. Et sûrement, il n'avait pas tort. Dès que notre garçon touche la tornade, il est projeté au loin. Sirius sourit, mais soudain il réalise que quelque chose ne va pas du tout. Il regarde son épaule et voit qu'elle est transpercée par un morceau de bois. La confusion est évidente sur son visage, alors qu'il demande une explication. Will révèle avec confiance sa tactique. Il savait que Sirius ne pouvait pas protéger le sol sous lui, alors la plante souterraine a envoyé ses racines dans toutes les directions, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec une épaule transpercée. Le protagoniste se demande s'il s'inquiète pour le professeur Bud, car leurs personnalités sont très différentes l'une de l'autre tandis que Sirius gémit de douleur. Sirius précise que le professeur l'instruit parce qu'il est fort. Notre garçon lui pose plus de questions, sachant qu'il vient d'une famille bien connue. Sirius révèle la vérité sur sa famille. La capacité magique prime sur tout le reste. La personne la plus forte devient le chef de famille. Aucun autre facteur comme le genre ou l'âge ne compte. Cela a créé des ennemis au sein de la famille, tous se battant pour le pouvoir, et son propre père refuse de lui enseigner. Pour Sirius, écouter le professeur est le seul moyen pour lui d'acquérir véritablement pouvoir et force. Puis il rassemble à nouveau toute son énergie magique, ce qui surprend toute la foule, y compris notre protagoniste. Un dragon se forme à partir de la puissance magique, et Sirius déclare qu'ils vont régler cela maintenant. Le dragon vise notre gars, lui faisant réaliser que ce n'est pas un jeu d'enfant. Il y a quelque temps, Will pensait que les mages avec de la magie offensive avaient la vie plus facile, ce qui le poussait à travailler plus dur. Mais pendant tout ce temps, il avait tort. Il a réalisé que le talent n'est pas la seule chose qui détermine la supériorité. Des choses comme la lignée, le talent et le passé jouent tous leur rôle. Tout cela le conduit à déclarer à Sirius qu'il veut le battre dans ce combat. Sirius est déconcerté par cette annonce soudaine. Will jette sa main au sol, se préparant à utiliser sa graine spéciale et commence à faire pousser un arbre à nouveau. Nommé Yggdrasil, la plante pousse rapidement, consommant bien plus de mana que les autres plantes. Cependant, l'avantage est qu'il continuera à croître tant que notre gars y versera du mana.
Sirius attaque avec une lame de vent, qui parvient à couper l'arbre en deux à nouveau, l'envoyant voler dans le ciel. Mais quand il lève les yeux, la branche unique qui volait s'est transformée en un arbre massif et elle vient droit vers lui. Pendant ce temps, Will suppose que comme la magie de Sirius est déjà utilisée pour maintenir le dragon devant, il n'aura pas assez de temps pour se défendre. L'hypothèse s'avère vraie et l'arbre s'écrase sur Sirius. Alors qu'il lève les yeux, il voit Will debout avec un couteau pointé vers lui. En réfléchissant, il réalise qu'il a perdu. Will est annoncé comme le vainqueur. La foule applaudit car elle ne s'attendait pas à ce que Sirius perde, et elle parle de la force que possède le protagoniste. Puis le héros tend la main pour aider Sirius à se relever, louant sa force. Mais Sirius semble abattu. Notre garçon essaie de le rassurer, admettant que c'était un bon match. Soudain, le professeur Bod entre, clairement déçu par Sirius. Avec sa force, il donne un coup de pied à l'arbre pour le dégager et le soulève par la taille. Il l'emmène, furieux que Sirius l'ait déçu, déclarant que son entraînement recommencera depuis le début. Toute la foule se tait, sachant à quel point cela semble choquant. Bod se tourne vers la foule, criant que c'était destiné à tout le monde. Furieux, il n'arrive pas à croire qu'un guérisseur littéral ait pris la première place. Will réalise que la crise de Bod devient incontrôlable. Il commence à défendre Sirius, disant que sa force était assez bonne et que perdre ne signifie pas qu'il est faible d'une quelconque manière. Alors qu'il s'apprête à défendre davantage son adversaire, Bod le fait taire avec colère. Puis Bod commence à marcher vers notre gars, se moquant de ses déclarations défensives pour Sirius. Il écarte Sirius et traite notre garçon de stupide, disant que dans un match, seule la force peut donner des résultats optimaux. Submergé par ses émotions, il déclare que perdre ne rend pas meilleur qu'un déchet jeté. Will est troublé par la façon dont Bod parle si durement de son propre disciple. Il commence à argumenter que le fait d'être un guérisseur ne donne pas à Bod le droit de dire tout ce qu'il veut. Les yeux de Bod s'enflamment de fureur alors qu'il essaie de démoraliser notre gars, disant qu'il sera bientôt relégué du côté des faibles parce qu'il y a peu de valeur à être un guérisseur. Il le nargue davantage en soulignant la diminution drastique de ses niveaux de mana, ce qui surprend notre garçon. Bod ajoute que les faibles sont des parasites qui font tuer les gens plus forts. Être traité de poids mort envoie notre garçon dans un flashback de son passé où il a été maltraité par Bod pour ne pas être assez fort. Même alors, il a essayé de se défendre en insistant sur le fait que les guérisseurs soutiennent les autres avec leur magie. En criant, il a essayé de prouver son point de vue que le monde a besoin de guérisseurs pour maintenir l'équilibre, sinon l'humanité périra. Bod le laisse partir et se souvient comment son disciple s'était une fois tenu en première ligne pour gagner du temps afin que l'arrière-garde puisse s'échapper, seulement pour être anéanti par de faibles monstres au point de fuite. Son disciple est mort sans nulle part où aller et Bod a regardé impuissant, sachant qu'il ne pouvait pas le soigner. Il serre le poing et crie que Sirius ne devrait pas mourir pour des déchets comme ça. D'un point de vue pratique, le professeur n'a pas tout à fait tort. Si tu es faible, tu finiras par mourir, quoi qu'il arrive, et les gens doivent s'entraîner pour survivre. Pourtant, il viendra un moment où les monstres deviendront plus violents, et quand cela arrivera, les forts ne pourront pas se permettre d'être égoïstes. Pour des moments comme ça, les gens sans talent doivent aussi savoir se battre. Revenant au présent, notre gars défie le professeur en duel en espérant que cela le fera le reconnaître. Bod ricane et accepte le défi, confiant qu'il n'y a aucune chance qu'un simple guérisseur puisse le vaincre. En entendant cela, l'arbitre panique et demande si Bod est vraiment sérieux à propos du défi. Bod plie fièrement les règles à son avantage. Sans issue, l'arbitre emmène Sirius. Un match spécial, Will contre Bod, est annoncé, et quelques instants plus tard, le match commence. Bod fait craquer ses doigts en se vantant qu'il va montrer à quel point notre garçon est vraiment faible. Avec la quantité de mana qu'il lui reste, Will s'inquiète d'affronter l'adversaire le plus fort qu'il ait rencontré depuis un moment. Il commence à planifier soigneusement car ce n'est pas un duel normal. Alors qu'il est sur le point de commencer, Bod crie à quel point notre gars est lent et déclenche son attaque. L'étincelle de la magie suffit à illuminer tout le sol. Il se vante ensuite de lui enseigner les 3 raisons pour lesquelles il est certain de gagner. Une grande quantité de mana rayonne alors qu'il donne la première raison, l'avantage de la distance pour supprimer l'ennemi. La deuxième raison est la vitesse qui les empêche d'agir. La troisième raison est la puissance pour les finir d'un seul coup. Alors que Bod s'apprête à continuer, il se moque en disant que le protagoniste ne peut peut-être pas l'entendre en ce moment. Notre gars se relève à nouveau en demandant où est la puissance qui finit en un seul coup. Bien qu'il soit visiblement blessé, notre garçon se tient toujours debout, sachant que le professeur possède une magie de foudre unique. Pour se protéger des dommages électriques, il doit d'une manière ou d'une autre éviter un impact direct à l'intérieur de son corps. Il est conscient que ses compétences seront inutiles si son cerveau ou son cœur sont touchés, car sa magie de guérison ne sera pas assez rapide. Pour cette raison précise, il a créé un circuit sanguin capable de conduire l'électricité facilement. Il s'est percé la main avec son couteau pour que, lorsque l'électricité frappe la lame, elle passe à travers son bras et ses jambes et soit transmise dans le sol, minimisant ainsi les dégâts qu'il reçoit. Même alors, endurer des attaques électriques est extrêmement difficile. Maintenant, c'est le moment pour notre garçon de lancer une contre-attaque. Bod le minimise en disant qu'il a pitié de lui, sachant qu'il a à peine réussi à endurer l'attaque. Will commence alors à renforcer son corps physiquement par la magie, mais réalise soudainement qu'il ne peut pas insuffler de force dans son corps.
Bode révèle que sa foudre violette paralyse sa victime, la rendant incapable de bouger. Will réalise qu'il pourrait être en sérieux danger et lève à nouveau la main alors qu'une autre attaque se dirige vers lui. Égoïstement, Bode veut continuer à utiliser le mana qu'il lui reste pour voir combien de coups le protagoniste peut endurer. Bode lance son attaque, jetant la foule dans la stupeur tandis que notre garçon continue de la supporter, sachant que le professeur possède vraiment une magie unique, forte et sans faille, qui alimente son arrogance. Mais le protagoniste refuse d'abandonner. Il décide qu'il va gagner en mettant chaque parcelle de son mana et de son endurance restant dans la manipulation. Il frappe sa main sur le sol et commence immédiatement à faire pousser un arbre trésor d'eau. Cet arbre a la capacité d'absorber de grandes quantités d'eau du sol et de la stocker. Donc, s'il est utilisé comme barrière, l'électricité sera facilement dispersée. Cependant, le destin en a décidé autrement. Bode parvient à abattre l'arbre avec son attaque électrique, choquant la foule. Notre garçon reste sans voix alors que Bode commence à marcher vers lui, croyant que le protagoniste n'a plus rien. Mais alors que Bode regarde l'arbre tomber, il voit des champignons commencer à pousser rapidement, ce qui le choque vraiment. Notre garçon ressent un soulagement silencieux. Sa technique a fonctionné car les champignons poussent rapidement après un coup de foudre. Lorsqu'une forêt est transformée en désert par la foudre, cela crée une opportunité de croissance sans ennemis, et les champignons sont parmi les premiers à apparaître. Mais ce n'est pas le seul avantage qu'ils apportent. Ils provoquent également une paralysie dans le corps, et Bode en fait l'expérience de première main. Il panique, et notre gars saisit l'opportunité sachant que la distance avantageuse entre lui et son adversaire est enfin réduite. Il charge son poing et le lance directement sur Bode, mais Bode parvient à l'esquiver et attaque notre garçon directement dans le ventre. Il révèle qu'il est également habile au combat rapproché et que sa magie unique lui permet de manipuler l'électricité encore plus. Il déclare que s'il renforce son corps avec de l'électricité pour accélérer ses mouvements, ce tour paralysant ne serait rien en comparaison. Au sol, serrant sa poitrine, Will ne peut accepter qu'il pourrait ne pas être capable de gagner. Fièrement, Bode charge son poing en se déclarant vainqueur du duel. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup, quelqu'un l'arrête. En se retournant, il voit le professeur Veronica avec sa lame dégainée. Il essaie de l'écarter en disant qu'elle ne devrait pas se mêler en tant que novice. Notre garçon frissonne, mais un rayon d'espoir surgit quand il voit Veronica. Elle soutient que le résultat du match est clair et que frapper davantage le garçon ne ferait que causer une douleur inutile. Bode essaie de se justifier en affirmant que Will est un guérisseur et peut simplement se soigner lui-même. Veronica défend notre gars en déclarant qu'il n'a plus de pouvoir magique car il a tout donné dans les duels qu'il vient de mener. Furieux, Bode tente d'attaquer à nouveau, pensant que Veronica manque simplement de courage pour aller jusqu'au bout. Veronica charge immédiatement son épée, et les deux se précipitent l'un vers l'autre pour frapper. Soudain, le directeur apparaît mettant fin à la querelle. Il se tient entre eux, empêchant Bode d'avancer, et s'excuse auprès de Veronica de ne pas avoir expliqué la situation plus tôt. Il annonce la fin de l'examen de sélection et ordonne à tout le monde de quitter les lieux. Alors que les étudiants commencent à se disperser, notre gars essaie de se soigner mais échoue, ayant complètement épuisé son mana. Veronica soulève Will dans ses bras en lui assurant qu'il a bien fait. Elle l'exhorte à se reposer et à ne pas dépasser ses limites, mais ces assurances ne lui suffisent pas. Le lendemain, il marche à travers l'école en pensant à la différence de puissance. Cela le déroute toujours de savoir comment l'humanité a pu cesser d'exister même avec des gens aussi forts autour, et il décide donc de gagner de plus en plus de force. Will entre dans la pièce et le directeur est ravi de le voir, remarquant que ses blessures se sont considérablement guéries. Notre garçon explique qu'une fois que son mana est revenu, la guérison a été presque instantanée. Le directeur suppose que Will n'aura aucun problème avec l'entraînement sur le terrain, ce qui surprend le protagoniste. Il continue ensuite en expliquant que puisque Will a pris la première place lors de la sélection, il a réussi. Avec lui, Sirius et Erika ont également réussi. Will demande une explication car Bode avait précédemment déclaré que tout le monde avait échoué. Le directeur explique que cela se produit chaque année pour faire croire aux étudiants qu'ils sont en crise, suscitant leur sérieux, bien que certains soient finalement disculpés. Étant donné que l'entraînement sur le terrain comporte de grands dangers, Bode a dû jouer un rôle en tant qu'enseignant, et bien que sévère, cela a servi son but. Dans sa vie précédente, Bode était constamment en première ligne pour l'humanité et était l'un des héros qui ont essayé de sauver l'humanité de l'extinction. Le directeur exhorte ensuite le protagoniste à former une équipe avec des étudiants d'autres écoles en tant qu'attaquants afin qu'ils puissent accepter de véritables demandes de soumission de monstres. Cela fait réaliser à Will que ce sera la première fois qu'il affrontera des monstres, les mêmes monstres qui ont été la cause directe de l'extinction de l'humanité dans sa vie passée. Les créatures qui possèdent un pouvoir magique sont connues sous le nom de monstres, mais tous les monstres ne sont pas intrinsèquement menaçants pour l'humanité. Certains peuvent attaquer les humains, mais souvent, seulement pour leur propre survie. Si leur comportement écologique avait été correctement étudié, ils auraient pu être utilisés comme espèces voisines, plutôt que traités comme des ennemis. Cependant, dans 2 ans, le monde est destiné à changer sous l'influence de la Lune Rouge.
Les monstres exposés à la Lune Rouge deviendront féroces, et différentes espèces de super-monstres commenceront à s'unir avec un seul objectif, anéantir entièrement l'humanité. Puis, 2 ans après cette catastrophe, le roi démon lui-même descendra sur le monde. Cette suite d'événements placera l'humanité dans une situation de désavantage total, provoquant l'effondrement des nations et la mort de nombreuses personnes. Les mages d'attaque seront demandés sur le champ de bataille, mais comme la situation sera incontrôlable, ils continueront à perdre la vie aux côtés des chevaliers. Même les mages guérisseurs seront massacrés une fois que les lignes de front tomberont, ne laissant aucun soutien pour les blessés. Au moment où le protagoniste meurt dans sa vie précédente, il ne reste presque plus d'humains capables de se battre. Si les gens continuent de vivre sans rien changer, l'humanité ne pourra plus survivre. Il ne peut pas permettre qu'une telle tragédie se reproduise. Il jure de se renforcer au-delà de ce qu'il était dans sa vie précédente afin de résister à la grande invasion de monstres. Plus encore, il veut découvrir la véritable cause derrière la Lune Rouge qui a rendu les monstres fous, espérant éliminer la source de la calamité elle-même. Le directeur remarque la détermination reflétée dans ses yeux et est profondément impressionné. Il trouve le comportement de Will prometteur et se demande si les enseignants sont suffisamment prudents concernant la prochaine formation sur le terrain. Le directeur le rassure en lui disant que des mesures appropriées sont en place, mais il précise qu'il veut surtout encourager la croissance de Will. Plus tard, alors qu'il se tient à l'extérieur du campus avec Veronica, Bud s'approche du protagoniste. Alors que Will tente de montrer qu'il comprend la raison du comportement de Bud, Bud lui crie à nouveau dessus et s'éloigne. Pourtant, avant de partir, il dit à Will de faire de son mieux pendant l'entraînement. Puis, juste au moment où il se détourne, il le remercie discrètement d'avoir soigné Sirius. Sirius, qui se tenait derrière lui, s'avance également et remercie Will. Il dit que maintenant il peut travailler sur ses faiblesses et devenir plus fort que jamais. Tant qu'il survit, il sait qu'il pourra finalement se venger, et cette fois, cela ne disparaîtra pas en fumée. Le protagoniste l'encourage à devenir encore plus fort, et tous deux se cognent les poings en signe d'accord silencieux. Pour Will, cela semble être un avantage que des mages d'attaque plus compétents commencent à apparaître, car ils seront des alliés inestimables dans les batailles à venir contre les monstres. Peu après, ils partent en calèche. Après un certain temps, on les informe que la forêt de Dunkle approche et que les détails de l'entraînement seront bientôt examinés. Veronica explique qu'ils combattront des gobelins dans le cadre d'une mission demandée dans la forêt de Dunkle. Elle continue à guider 3 étudiants de Schwartz, Heilig et Gilbern. Puis elle se tourne vers Will, l'informant qu'il formera un groupe de 4 personnes, soutenu par un enseignant de l'une des académies. Erika demande si les membres du groupe ont déjà été choisis, et Veronica la rassure en lui disant qu'elle sera dans le même groupe qu'elle. Même si Erika trouve Veronica intimidante, elle considère que c'est bien mieux que d'être associée à un parfait inconnu. Après un certain temps, ils sont informés qu'ils sont arrivés. En sortant de la calèche, Veronica remarque que les étudiants de Gilbern sont déjà sur place. Le protagoniste réfléchit qu'au cours de sa vie précédente, il n'avait pas beaucoup de connaissances ou de relations. Soudain, une fille se précipite vers Will et le serre fort dans ses bras, s'exclamant qu'elle mourrait d'envie de le rencontrer. Le protagoniste panique, complètement confus quant à qui elle pourrait être. Elle se présente rapidement comme Mary Goldgrand, la directrice de Schwartz Academia et la petite fille d'Alnaram Goldgrand. Le héros est complètement stupéfait par sa présentation, car il se souvient d'elle de sa vie passée. Il ne s'attendait pas à rencontrer la fille qu'il avait autrefois soignée chez le directeur, surtout pas ici dans la forêt. La revoir lui fait se demander comment elle va, et elle le rassure rapidement en lui disant qu'elle va très bien. Presque immédiatement, elle commence à s'excuser, disant qu'elle n'a jamais pu le remercier correctement à l'époque. Il balaie cela d'un geste désinvolte, lui disant que ce n'était rien, mais elle insiste pour le remercier en faisant quelque chose pour lui. Elle explique ensuite qu'elle n'avait aucun talent pour la magie, alors elle s'est inscrite à l'Académie Gilbern et s'est consacrée à l'apprentissage de l'escrime. Grâce à ses efforts acharnés, elle est devenue l'élève la mieux classée à l'examen de sélection de l'Académie. Elle rit en remarquant à quel point le protagoniste semble impressionné. Il est vraiment ému par son accomplissement car il y a seulement quelques mois, elle était alitée. Et pourtant, en si peu de temps, elle a réussi à atteindre le sommet. Prenant sa main, elle lui dit qu'ils ont été placés dans la même équipe en raison de leurs talents respectifs et qu'elle fera de son mieux pour se montrer utile à lui. À ce moment-là, il réalise enfin ce que le directeur voulait vraiment dire en parlant de prendre soin d'elle. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, elle l'entraîne soudainement pour saluer les étudiants qui viennent d'arriver de Heilig. Observant de côté, Veronica et Erika sont surprises de voir à quel point ils semblent joyeux et amicaux ensemble. À l'extérieur de la calèche de Heilig, Marie demande si Uline et Turf sont à l'intérieur. Uline commence bientôt à descendre, disant calmement qu'il n'y a pas besoin de se presser. Il salue joyeusement tout le monde, se révélant comme le professeur assigné à leur groupe. Uline est un professeur à l'Académie Heilig, et dans la vie précédente de Will, Uline avait été le plus grand mage guérisseur de son époque. Réaliser qu'il est maintenant dans le même groupe que lui remplit Will d'un bonheur sincère. Après cela, Turf descend également de la calèche et Marie se présente à lui. Cependant, Turf se fige lorsqu'il remarque qu'ils se tiennent la main. Naturellement, il demande une présentation du protagoniste. Will se présente et Turf suppose rapidement qu'il doit être un mage d'attaque.
Hulin dit alors aux étudiants qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et qu'il se contentera de les surveiller. Cette attitude décontractée surprend tous les étudiants. Will s'approche d'Hulin et lui demande s'il peut l'appeler maître. Hulin demande pourquoi, et Will explique qu'il utilise lui-même la magie de guérison, mais n'a jamais eu de véritable professeur pour l'aider à la pratiquer et à l'affiner. Il demande ensuite si Hulin serait prêt à lui enseigner. Hulin dit qu'il a déjà entendu parler de Will et accepte volontiers de lui enseigner un peu de magie de guérison. Marie se précipite après eux, insistant sur le fait qu'elle devrait aussi être autorisée à appeler Hulin maître si Will le fait. Depuis le côté, Veronica observe à quel point le groupe semble bien s'entendre. Plus tard, lorsque la mission de subjugation est assignée, chaque groupe reçoit l'instruction d'utiliser une cabane comme base. La zone où des gobelins ont été signalés se trouve au fond de la forêt. Alors Hulin, Marie et Will décident de s'y rendre immédiatement. Pendant ce temps, Turf, le mage guérisseur, reçoit l'instruction de rester à la base, évitant les lignes de front conformément au protocole traditionnel. Alors qu'il se dirige vers la zone de reproduction des gobelins, Marie demande si Will va vraiment se contenter d'agir comme mage de guérison en première ligne. Il répond calmement, lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui. Il explique qu'il agira plutôt comme superviseur du groupe, leur permettant de combattre librement tout en gardant un œil attentif sur tout. Prenant ses paroles au sérieux, ils acceptent que le superviseur n'ait pas de règles strictes. Ils commencent immédiatement à chasser les gobelins. D'un seul mouvement rapide, Marie abat un grand groupe de gobelins d'un coup. Le protagoniste a du mal à croire ce qu'il voit, se souvenant qu'il y a seulement quelques mois, elle était complètement alitée.